selon The Economist, Israël dans le trio de tête des économies mondiales. Et pour la première fois, un promoteur propose un trade-in pour acheter un appartement. Il s'appelle Daniel Guggenheim, il est économiste, docteur en économie pour être précis, et chaque semaine, il commente l'actualité qui a buzzé dans la presse économique, bien sûr. Il est avec nous sur le plateau. Bonjour Daniel et bienvenue. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets. On parlera bien sûr de Hanouka, parce que quand même, c'est la fête cette semaine. Mais on va commencer par une bonne nouvelle. Israël, malgré la guerre, malgré tout ce qu'on a vécu, eh bien, est classé 3e meilleure économie par le journal Economist, The Economist. Donc, selon des critères bien précis, évidemment, c'est quand même pas mal. Oui, tout à fait. On m'a attiré l'attention sur cette nouvelle qui a été publiée d'ailleurs aussi dans Israël. Je leur ai dit, je connais ce service, donc je n'ai pas besoin de le savoir. Et bien entendu, j'étais au courant de ça et ça fait un grand buzz. Ils ont même parlé dans le trio, c'est parce que quand on est 3e, on est dans le trio. Alors, le trio de tête. Le trio de tête, voilà. Maintenant, il faut bien le dire, quels sont les critères pour lequel du classement? Il classe 36 pays que il juge développés, qui sont la plupart ou des pays d'Europe occidentale ou des États-Unis. Et Israël est dedans, donc. Et l'année dernière, on était à la 6e place, Israël. On est passé de la 6e à la 3e place. Alors, incroyable. Pour revenir, donc, justement, quels sont les critères qui nous ont permis de passer de la 6e à la 3e place? Ils utilisent 3 critères pour leur classement. Le premier critère, c'est la croissance. Le deuxième critère, c'est l'inflation. Et le troisième critère, c'est les marchés financiers. Ils ont dit, à part qui est devant Israël, que le Portugal et l'Irlande ont mieux fait sur ces 3 critères en 2025. OK. Pour eux, c'est aussi une façon de dynamisme de l'économie, de voir qu'est-ce qui est mieux, bien sûr, pour le 2026. C'est très encourageant pour Israël. Alors, je vais détailler donc justement ces 3 sujets. Croissance. Alors, eux, ils ont fait un calcul en 3e trimestre 2025 contre 3e trimestre 2024. Ils ont trouvé en Israël 3,5% de croissance. Ce qui est bien pour un pays, la plupart, dans le monde entier, on est autour de 2, je crois. Il y a des pays en récession, donc 3,5, c'est bien. C'est en plus la guerre qu'on a eue, donc c'est quelque chose de très bien. Le deuxième critère, c'est l'inflation. Alors, à mon avis, d'ailleurs, que lorsqu'ils nous ont mis en 3e position, ils n'avaient pas encore les chiffres du mois de novembre qui ont été publiés cette semaine, qui ont dit d'ailleurs que l'inflation en Israël a baissé au mois de novembre de 0,5%, ce qui fait qu'on est sur un rythme annuel de 2,4%. Il faut revenir à novembre 2021 pour avoir un aussi bon chiffre. Et on se rapproche de l'équilibre vraiment de ce que veut le gouvernement et la Banque d'Israël entre 1 et 3%, c'est-à-dire 2%, c'est l'équilibre. On est vraiment, on se rapproche. Certains disent que vu ce chiffre-là, qui était quand même dans la baisse, dans le fourchette basse, des estimations, peut-être on serait moins de 2% l'année prochaine, ça serait vraiment quelque chose incroyable, malgré tout ce qui se passe. On n'arrive pas à saisir comment est-ce possible. Alors, ils ont dit une grande critère, c'est la force du shekel qui a fait aussi baisser bien sûr les prix des voyages, les prix des importations, l'essence, etc. Et l'habillement aussi a baissé de 10%. Et donc, ça, c'est important à voir. Une autre chose qui est très intéressante de voir aussi dans les chiffres d'inflation, c'est que les prix de l'immobilier, pour la 8e fois, continuent à baisser. Et donc, ils regardent depuis le début 2025, ça a même baissé. Et ils disent que depuis 1 an, on est à seulement plus 0,1%, comme ça, des statistiques, toujours avec on en parle, un délai de retard, puisque les chiffres sont sur septembre-octobre, puisque là où ils analysent les chiffres, donc c'est quand même important de le dire, mais c'est aussi un signe de ce qui se passe. Donc ça aussi, pour l'inflation, c'est une bonne chose. Et donc, comme je l'ai dit, peut-être on aurait été à la 2e place. Une troisième chose très intéressante, c'est le marché financier. Ils disent la bourse israélienne super mondiale. Et ils disent 50%, eux, d'après leurs calculs, c'est une augmentation de 50%, parce qu'ils regardent donc sur 1 an, mais à partir du 3e trimestre. Donc, c'est très important. Ils regardent les indices phares d'Israël, qui sont en Israël, d'ailleurs, surtout la finance et l'immobilier
la technologie, ça compte, mais beaucoup de sociétés israéliennes en haute technologie vont aussi aux États-Unis, bien entendu, au Nasdaq, on en parle ici souvent. Donc, c'est là ce qui joue. D'ailleurs, si on regarde, c'est confirmé par les chiffres. On pourrait croire que d'abord, que c'est peut-être les Israéliens qui ont fait monter la bourse. Si on regarde, d'après la bourse, Non, c'est les investisseurs étrangers, 2-3 milliards de dollars en plus que l'année dernière. Donc, c'est très important. C'est une forme il faut comprendre que le fait que les investisseurs étrangers ont continué d'investir, c'était une manière aussi de soutenir Israël pendant la guerre. C'est ceux qui voulaient nous soutenir. Pas seulement, à mon avis. Pas seulement, mais quand même. C'est très mercantile, vous savez. C'est sûr, mais bon. Ils ont les grands fonds de retraite et autres qui investissent ici dans le monde entier. Ils voient la dynamisme de l'économie israélienne. Mais quand même, cette guerre dont tout le monde parlait partout, ça aurait pu les dissuader, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Eux, ils ont vu les progrès, la victoire, le fait qu'Israël a réussi à faire des choses, point de vue technologique et dans cette guerre, que personne n'avait jamais avant. Ici, en Israël, on est très critique, c'est normal, parce qu'on vit ça très durement. Mais il faut savoir qu'à l'étranger, ils sont admiratifs de ce qui s'est fait pendant la guerre. Bon, alors moi, je vous crois, mais j'aime bien croire aussi que c'était aussi une façon d'être un peu patriote pour ceux qui aiment bien Israël. C'était une façon aussi de soutenir notre pays en soutenant notre économie. En tout cas, ça a bien fonctionné. Merci, The Economist. Alors, vous avez parlé de l'immobilier, Daniel ? Ça tombe bien parce qu'on va continuer d'en parler, parce qu'il y a une première en Israël, un truc qui ne s'est jamais vu. On se croirait sur le marché automobile. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le trading a été, on va dire, pour la première fois proposé dans l'immobilier. Ça paraît complètement dingue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail de quoi il s'agit ? Bien sûr. Donc c'est un promoteur du nom de Aleph Bet Gimel Dalet, Afgad, qui a des projets dans 15 de construction dans 15 villes en Israël, des villes centrales comme Ramla, Bat Yam et compagnie, Holon. Et apparemment, on en parlera aussi, il a peut-être du mal à vendre ses projets. Et alors, il a demandé un sondage de voir qu'est-ce qui empêche les gens d'acheter des appartements neufs, surtout quand ils ont déjà un appartement. Et 79% des gens ont dit, c'est l'idée de devoir lancer un appartement. C'est beaucoup de tracas face aux agents immobiliers, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, les gens qui viennent visiter. Oui, non, enfin, c'est un peu d'être dans l'incertitude. Après 2 ans de guerre, on n'a pas tellement envie. De toute façon, c'est un problème parce que ils ont calculé aussi que si quelqu'un, par exemple, achetait une nouvelle maison, parce que des fois, il y en a qui disent « c'est une occasion que je n'aurai jamais, je vais acheter et je trouverai sûrement à vendre ma maison ». Ils ont remarqué que des fois, les gens qui ont lancé une maison sont obligés de payer jusqu'à 15% par rapport au prix qu'ils pensaient vendre. Et ils vont, comme vous dites, ils vendent pas. Pour aller vite et tout ça, etc. Ouais, ben donc, c'est pas toujours... on peut comprendre qu'il y a des réticences à changer, à déménager. Alors, qu'est-ce que lui dit ? Il dit comme ça. Celui qui veut faire dans mon système à moi, qui marche déjà, il doit faire la chose suivante. Je lui proposerai une liste parmi 10 experts qui sont assermentés, c'est-à-dire des gens qui sont reconnus comme étant experts pour la valeur d'un appartement. Et lui choisira un parmi 10. Qui tu veux qui veut venir expertiser ton appartement, combien il faut. Pour donner le juste prix. Il va donner donc au promoteur le prix que lui pense. Et qu'est-ce qu'il dit le promoteur ? Au minimum, tu auras 94% de ce prix-là. C'est-à-dire que d'abord, c'est moi qui vais m'occuper de tout mon appartement. Ça ne sera pas un agent immobilier. Moi, je nommerai en hébreu Meshavek, ça veut dire quelqu'un qui va vendre l'appartement. Donc, les tracas que vous avez parlé, etc., n'existeront pas. Tu sais que tu as un plancher assuré. Mais est-ce qu'il y a une date limite ? Non. C'est-à-dire que même si l'appartement n'est pas encore vendu, on peut déjà acheter parce que le promoteur garantit 94% du prix. Incroyable. Incroyable, tout à fait. Et ils disent, si jamais, finalement, toi, par mes soins, par marketing, par les gens que j'ai nommés, tu as réussi à vendre ta maison plus cher. Même plus cher que l'expertise, c'est tout pour toi. Ce que moi, je veux t'assurer, c'est un prix minimum. Il veut vraiment vendre ses appartements. Oui, apparemment. Alors ça, je voulais dire, très intéressant parce que vous dites ça. Alors, je fais un modèle, ça s'appelle modèle Guggenheim, que je publie dans la presse israélienne financière. Et je suis depuis des années, à peu près 180 sociétés à la bourse qui ont émis des obligations. Et une grande partie là-bas, c'est de l'immobilier. Parce qu'en Israël, comme je l'ai dit au début, c'est l'immobilier qui beaucoup emprunte. Et qu'est-ce que j'ai remarqué ? Qu'il y a une très, très grande différence entre, au troisième, au deuxième trimestre, j'avais la même chose, entre ce qu'on appelle le bénéfice comptable, le résultat, le bénéfice que les gens regardent, et l'afflux de trésorerie d'exploitation. Alors, ça peut être deux raisons. Ou bien parce que ils se sont arrangés sur le bénéfice. Il y a des techniques comptables pour faire monter artificiellement, pour présenter un bénéfice, mais ça dure pas tellement longtemps, mais on peut le faire
Ou ça peut être ça, ou ça peut être le fait, justement, qu'il y ait des choses qui soient du bénéfice, mais qu'il y a un problème de trésorerie. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est qu'il y a une très, très grande différence. Au bénéfice, ça marche, et même 1% en moyenne, alors que le flux de trésorerie est négatif. Et j'ai regardé à quoi c'est dû. C'est pas dû à des artifices comptables, c'est dû à une augmentation du stock de l'immobilier. C'est-à-dire, ces promoteurs-là ont des appartements, maintenant on parle Sur de les bras. 83 000, qui n'arrivent pas à vendre et qui Ouais. sont obligés de financer. Donc, Et il c'est faut, pour il ça. faut être Voilà. créatif. Et apparemment, c'est ce qu'il a fait, ce promoteur. Ben, on va souhaiter qu'il soit suivi par d'autres. Tout à fait. Ben voilà, comme ça C'est va vrai. solutionner Tout à fait. beaucoup de problèmes. Tout le monde pourra déménager et en même temps, ils pourront liquider leur stock d'appartements. Alors, on continue avec un sujet qui nous touche tous. Tout le monde connaît Get, la compagnie de taxi. Vous les avez peut-être attendus sur le trottoir pendant 10 minutes. Vous n'avez peut-être pas été content de leur service. Eh bien, soyez heureux parce qu'il va y avoir un concurrent. Ça s'appelle Taxigo. Il débarque sur le marché israélien. Tout à fait. Il a été d'ailleurs créé, cette application, par M. Zetoun, qui était un des fondateurs de Get. Donc, il en connaît. Alors, vous allez me dire, mais quel sera le fait qu'il soit plus attractif que Get? D'abord, pour les chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi, si vous en parlez un peu dans la course, quand vous en faites, ils vont souvent se plaindre de leurs conditions face à Get, qui sont des conditions draconiennes. Eux, ils ont dit comme ça, notre commission que nous prendrons dans notre application, ceux qui vont travailler avec nous, il y en a déjà 4 000 qui se sont inscrits, et ça sera une commission de 8% sur la course, plus TVA. C'est moins cher que Get. Et en plus, tout ce qu'on appelle les commissions de week-end, que d'habitude, elles sont très chères chez Get, nous, non. Nous, on ne fera pas de commission. Alors ça, c'est le côté professionnel. Maintenant, le profil par rapport... Et pour nous, les consommateurs, alors qu'est-ce qu'on va gagner? Cashback. Ça veut dire quoi, cashback? Ça veut dire que vous aurez un avoir de 5% sur la prochaine course. Ah, c'est pas mal, ça. Bien sûr. Et une autre chose très intéressante, cette application permettra une casse-pommade. Ça veut dire, vous serez dans le taxi, donc vous voyez que vous n'avez pas d'espèces. Ça veut dire, vous pouvez payer, à part ça, la course par l'application ou au taxi ou en espèces. Je ne sais pas si on peut payer en espèces, en tout cas, oui. Mais là, en plus, vous dites, je vois qu'il me manque un peu d'espèces. Elle vous dire, chauffeur de taxi, donne-moi, je mets dans l'application que je veux maintenant retirer des sous. Et alors, il pourra avoir, comme s'il a une casse-pommade dans le taxi. Incroyable. Ça, c'est super pratique pour ceux qui ont tout simplement oublié de retirer de l'argent. Alors, on va finir, comme promis, en introduction, avec Hanouka. Il y a forcément beaucoup de choses qu'on nous propose pendant ces fêtes. Alors, on voudrait savoir quels sont les articles proposés en majorité aux consommateurs israéliens pendant ces fêtes. Oui, la presse israélienne a présenté 10 nouveaux articles. Moi, j'ai choisi dedans ceux qui étaient vraiment pour Hanouka. Alors, le premier, bien entendu, ça concerne les soufganiotes, les beignets, comme on dit en français. On en avait parlé d'ailleurs il y a longtemps, il y a un mois, au niveau du prix. D'ailleurs, il faut compter maintenant pour les soufganiotes des pâtissiers entre 8 et 20 shekels. Et c'est de ça, ce que je vous parlais, c'est entre 8 et 20 shekels. Et de quoi il s'agit? Donc, un des pâtissiers, on fait des nouveaux goûts. Pourquoi pas? Il faut toujours faire. Alors, quels sont nos goûts cette année? Il y a même des goûts salés cette année. Oui, il y a certains qui ont sorti des beignets salés. Incroyable. C'était fantastique. Alors, quels sont les parfums nouveaux dont vous vouliez parler? Le crumbo avec des fruits de forêt. Goût crumbo chocolat noir. Deuxième chose, c'est le vin. Ils ont sorti des nouveaux vins qui sont des vins pétillants, qui sont blancs, demi-sec et sec. Voilà. Donc et qui a sorti ces vins? Qu'est-ce qu'ils ont intéressant? Qu'est-ce qu'ils ont comme chose intéressante? C'est qu'ils ont des goûts, par exemple, celui qui est demi-sec, il a des goûts de fruits secs. Le dernier, il a un goût de fruits. Mais qui a sorti ces vins? Ah, ce vin-là, c'est Blue, une marque Blue. Et enfin, une dernière chose, ce qu'on appelle, et ça c'est pour faire les beignets, à mon avis, une marmite friteuse. En hébreu, sirtigoun, honoresta. Et qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dedans? Un thermomètre, donc qui permet de mesurer la température de la friture. Et c'est couvert pour éviter que l'huile, c'est souvent pour des ménagères que l'huile coule. Et enfin, quand on termine donc de frire, pour mettre les beignets, il y a une grille qu'on peut mettre en dessous, qui fait partie de l'appareil, qui se tire en dessous. Et donc, c'est quelque chose qui sera très intéressant pour la fabrication des beignets. Voilà. Bon, alors, je vois que vous êtes
au point, Daniel. Mais en tout cas, Hanouka Sameach à tous. C'est bientôt la fin, mais on peut encore se le souhaiter. Voilà, on espère des bonnes choses. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.